Bonjour à tous, je suis Didier Manson. Bienvenue sur ma chaîne dédiée aux voitures, aux conseils auto et aux histoires du monde automobile. Merci de me rejoindre, c'est parti. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment fonctionne un ventilateur de radiateur dans une voiture, pourquoi il se déclenche parfois alors que l'aiguille de température paraît normale, pourquoi il peut tourner après l'arrêt du moteur et pourquoi une panne de cette pièce peut très vite transformer un simple trajet en grosse facture. Restez jusqu'au bout parce qu'un ventilateur qui ne démarre pas, qui démarre trop tard, qui tourne tout le temps ou qui fait un bruit étrange peut annoncer une surchauffe, une climatisation inefficace, un fusible qui saute, un relais fatigué, un capteur trompeur ou même un risque pour le joint de culasse. Et le plus intéressant, c'est qu'en comprenant son rôle, on peut souvent savoir si le problème vient vraiment du ventilateur ou d'un autre élément du circuit de refroidissement. Pour comprendre ce ventilateur, je dois d'abord rappeler une chose simple. Un moteur thermique produit énormément de chaleur. Quand l'essence ou le diesel brûle dans les cylindres, une partie de l'énergie devient du mouvement, mais une autre grande partie devient de la chaleur. Cette chaleur n'est pas entièrement mauvaise, parce qu'un moteur doit atteindre sa température de fonctionnement pour bien lubrifier ses pièces, consommer correctement et limiter les émissions. Mais si cette température dépasse la zone prévue par le constructeur, les métaux se dilatent trop, l'huile perd de son efficacité, le liquide de refroidissement peut bouillir, les joints souffrent, la culasse peut se déformer et le moteur peut subir des dégâts très coûteux. Le ventilateur n'est donc pas un simple accessoire qui fait du bruit sous le capot. C'est un gardien de l'équilibre thermique. Il aide la voiture à rester dans cette zone idéale où le moteur est assez chaud pour bien fonctionner, mais jamais trop chaud pour se détruire. Le ventilateur travaille avec tout un circuit. Le liquide de refroidissement circule dans le bloc moteur et dans la culasse pour absorber la chaleur. Il est mis en mouvement par la pompe à eau. Tant que le moteur est froid, le thermostat, qu'on appelle aussi calorstat, limite ou bloque le passage vers le radiateur afin que le moteur chauffe rapidement. Quand la température arrive au bon niveau, le thermostat s'ouvre progressivement et laisse le liquide chaud partir vers le radiateur. Le radiateur est un échangeur. Le liquide chaud passe dans de petits tubes entourés d'ailettes et l'air extérieur traverse ces ailettes pour emporter la chaleur. Quand je roule à bonne vitesse, l'air arrive naturellement par la calandre et suffit souvent à refroidir le liquide. Mais dans les bouchons, au ralenti, pendant une manœuvre, dans une montée lente ou par forte chaleur, le flux d'air naturel devient insuffisant. À ce moment-là, le ventilateur force l'air à traverser le radiateur. Il ne refroidit pas directement les pistons ou les cylindres, il augmente l'échange entre le radiateur et l'air. Le liquide ressort alors moins chaud, retourne dans le moteur, récupère de nouvelles calories et le cycle recommence. C'est pour cette raison qu'une panne de ventilateur se remarque souvent en ville avant de se remarquer sur route. Une voiture peut rester parfaitement stable à 90 km/h parce que l'air qui arrive en roulant traverse le radiateur. Puis, dans un embouteillage, la température monte parce qu'il n'y a plus assez d'air. Beaucoup de conducteurs se disent alors que la panne est mystérieuse. Sur autoroute, tout va bien, mais à l'arrêt, ça chauffe. Pour moi, c'est justement un indice très clair. Cela ne prouve pas à 100% que le ventilateur est mort, mais cela oriente le diagnostic vers le ventilateur, sa commande, son fusible, son relais, son module ou la circulation d'air autour du radiateur. A l'inverse, si le moteur chauffe même en roulant vite, je pense aussi au thermostat, à la pompe à eau, au radiateur bouché, au niveau de liquide trop bas, à une mauvaise purge ou à un problème plus grave. Il existe plusieurs types de ventilateurs. Sur des voitures anciennes ou sur certains utilitaires, on peut trouver un ventilateur mécanique entraîné par le moteur, souvent avec un viscocoupleur. Le principe est mécanique, le ventilateur est lié au régime moteur et le viscocoupleur rend l'entraînement plus ou moins ferme selon la chaleur. C'est robuste, mais ce n'est pas toujours très précis, cela peut consommer de la puissance et faire du bruit. Sur la plupart des voitures modernes, on trouve plutôt un ventilateur électrique. Il est composé d'un moteur électrique, de pales, d'un carénage et d'un système de commande. Les pales ne sont pas dessinées au hasard, leur angle, leur forme et leur nombre influencent le débit d'air, le bruit et la consommation électrique. Le carénage est lui aussi essentiel parce qu'il canalise le flux. Sans lui, le ventilateur brasserait une partie de l'air autour du radiateur au lieu de l'obliger à passer à travers les ailettes. Selon le montage, le ventilateur peut être placé derrière le radiateur pour aspirer l'air ou devant pour le pousser.
Dans les deux cas, le but est le même, créer un débit d'air suffisant quand la vitesse du véhicule ne suffit plus. La commande du ventilateur dépend d'abord de la température du liquide de refroidissement. Une sonde mesure cette température et envoie l'information au calculateur moteur. Sur des systèmes anciens, un simple thermocontact placé sur le radiateur pouvait fermer le circuit à partir d'une certaine température. Le relais s'activait, le ventilateur se mettait en marche, puis il s'arrêtait quand la température redescendait. Sur les véhicules modernes, le calculateur raisonne avec davantage d'informations. Il regarde la température du liquide, la vitesse du véhicule, la température extérieure, la charge du moteur, la demande de climatisation, la pression du circuit de clim, parfois la température d'huile, l'état de la batterie et d'autres paramètres. Ensuite, il décide si le ventilateur doit tourner, à quelle vitesse et pendant combien de temps. C'est pour cela qu'il ne faut pas toujours attendre une surchauffe pour entendre le ventilateur. Il peut se déclencher de manière préventive, simplement parce que les conditions indiquent que le refroidissement va devenir nécessaire. La climatisation explique beaucoup de déclenchements qui semblent étranges. Quand j'allume la clim, le condenseur, placé généralement devant le radiateur, doit lui aussi être refroidi. Le gaz réfrigérant y arrive chaud et sous pression, puis il doit rejeter sa chaleur pour que la climatisation produise du froid correctement. Si la voiture est à l'arrêt, il n'y a pas assez d'air naturel pour refroidir ce condenseur. Le ventilateur peut donc démarrer même si le moteur n'est pas encore très chaud. C'est parfaitement normal. En revanche, si la climatisation fonctionne bien en roulant mais devient tiède dans les bouchons, je pense immédiatement à un manque de ventilation sur le condenseur, donc à un ventilateur qui ne tourne pas, à une première vitesse absente, à un relais défectueux, à un module de commande en panne ou à un problème de pression dans le circuit de clim. Le ventilateur protège donc le moteur, mais il aide aussi la climatisation à faire son travail. Beaucoup de voitures ont plusieurs vitesses de ventilation. La première vitesse est douce, plus silencieuse et suffisante dans les situations normales. La seconde vitesse est plus puissante, plus bruyante et intervient quand la température continue de monter ou quand la climatisation a besoin d'un refroidissement plus fort. Sur certains systèmes, la petite vitesse est obtenue grâce à une résistance qui réduit la tension envoyée au moteur du ventilateur. Cette résistance chauffe, vieillit et peut griller. Une panne typique, c'est une première vitesse qui disparaît. Le ventilateur ne tourne pas quand il devrait tourner doucement, puis il démarre brutalement en grande vitesse quand la température devient plus élevée. Le conducteur entend alors un souffle très fort et se demande pourquoi le ventilateur semble s'énerver d'un coup. Sur les systèmes plus récents, la vitesse peut être commandée par un module électronique avec un signal de type PWM, c'est-à-dire une modulation qui permet de doser la puissance. Le ventilateur peut tourner à 20%, 40%, 70% ou 100% selon la demande. C'est plus précis, plus confortable et plus efficace, mais le diagnostic devient plus technique, car il faut vérifier l'alimentation, la masse, le signal de commande et le module lui-même. Le tableau de bord peut aussi tromper le conducteur. Sur beaucoup de voitures, l'aiguille reste autour de 90 degrés pendant une plage assez large. Elle ne montre pas toujours les petites variations réelles du liquide. Le calculateur, lui, voit ces variations. Il peut déclencher le ventilateur à une température précise, le couper quelques degrés plus bas, puis le relancer si nécessaire. Donc, si j'entends le ventilateur alors que l'aiguille paraît normale, je ne conclus pas immédiatement à une anomalie. L'affichage est souvent volontairement stabilisé pour éviter d'inquiéter le conducteur. Le système, lui, travaille en permanence. Le ventilateur peut aussi continuer après l'arrêt du moteur. Quand je coupe le contact, la combustion s'arrête, mais la chaleur accumulée dans le bloc, la culasse, le turbo et l'échappement ne disparaît pas. Il peut même y avoir une remontée de chaleur localisée parce que l'air ne circule plus comme en roulant. Sur certains véhicules, le calculateur maintient le ventilateur quelques minutes pour évacuer cette chaleur. Parfois, une pompe électrique auxiliaire continue aussi à faire circuler le liquide, surtout pour protéger un turbocompresseur. Ce fonctionnement après arrêt n'est donc pas forcément inquiétant. Ce qui doit alerter, c'est un ventilateur qui tourne très longtemps, qui vide la batterie,
qui démarre à froid sans raison ou qui ne démarre jamais quand la température grimpe. D'un point de vue électrique, le ventilateur demande beaucoup d'énergie, surtout au démarrage. On utilise donc des fusibles, des relais, des câbles assez gros, parfois des résistances, parfois un module de puissance. Le fusible protège le circuit en cas de court-circuit ou de surintensité. Le relais permet à une petite commande électrique d'activer un courant plus important. La masse est aussi importante que le positif. Une mauvaise masse peut provoquer une vitesse faible, un fonctionnement intermittent, un connecteur qui chauffe ou une panne difficile à reproduire. Le moteur électrique du ventilateur vit dans un environnement sévère. Chaleur, vibration, humidité, sel, poussière, projection d'eau, feuilles mortes, insectes et parfois petits cailloux. Avec le temps, les roulements peuvent prendre du jeu, les charbons peuvent s'user, les connecteurs peuvent s'oxyder, les pales peuvent se fissurer et le moteur peut consommer trop de courant. Un ventilateur qui force peut faire sauter un fusible ou fatiguer son module. Un ventilateur qui vibre peut casser son support ou abîmer le radiateur. Un bruit de frottement, un grincement ou un ronronnement irrégulier ne doit donc pas être ignoré. Quand je diagnostique un problème, je ne remplace jamais le ventilateur au hasard. Je commence par observer les symptômes. Est-ce que la voiture chauffe seulement à l'arrêt? Est-ce que la climatisation devient moins froide dans les bouchons? Est-ce que le ventilateur tourne quand j'active la clim? Est-ce qu'il tourne à petite vitesse ou seulement à grande vitesse? Est-ce qu'un fusible grille? Est-ce que le bruit est normal? Est-ce que le niveau de liquide est correct? Est-ce que le radiateur devient chaud de manière uniforme? Est-ce que la durite supérieure chauffe quand le thermostat s'ouvre? Est-ce que le chauffage habitacle fonctionne? Ces questions racontent déjà beaucoup. Si le ventilateur ne tourne jamais, je vérifie les fusibles, les relais, les connecteurs, l'alimentation, la masse et la commande. Si le ventilateur tourne en direct mais pas automatiquement, je regarde la sonde, le calculateur, le signal de commande ou les conditions de déclenchement. Si le ventilateur tourne tout le temps à froid, je suspecte une information de température incohérente, une sonde débranchée, un relais collé, un module bloqué ou une stratégie de sécurité. Un outil de diagnostic aide énormément parce qu'il permet de lire la température que le calculateur voit réellement. Si l'outil affiche une valeur impossible, comme une température très basse alors que le moteur est chaud, ou une température très élevée juste après le démarrage, le problème peut venir de la sonde ou du faisceau. Certains outils permettent aussi de commander le ventilateur en test actionneur. Si le calculateur demande la première vitesse et que rien ne se passe, puis demande la grande vitesse et que rien ne se passe, je vais vers l'alimentation, le moteur, les relais ou le module. Si le ventilateur fonctionne en test mais pas en conduite normale, je cherche du côté des informations d'entrée, température du liquide, pression de climatisation, vitesse véhicule ou logique du thermostat piloté. Sur un système PWM, il faut parfois contrôler le signal avec du matériel adapté. Sans matériel, on peut déjà faire une inspection visuelle, écouter les relais, vérifier les fusibles et observer le comportement avec la climatisation allumée. Mais il faut rester prudent. Je veux aussi insister sur les fausses pistes. Un moteur qui chauffe n'accuse pas automatiquement le ventilateur. Si le thermostat reste fermé, le liquide ne part pas correctement vers le radiateur. Le moteur chauffe, mais le radiateur peut rester tiède. Si la pompe à eau est usée ou si sa turbine est abîmée, le liquide circule mal. Si le radiateur est bouché à l'intérieur par de la corrosion ou à l'extérieur par des insectes, des feuilles ou de la boue, l'échange thermique devient mauvais. Si le niveau de liquide est trop bas ou si le circuit contient de l'air, la sonde peut recevoir une information mauvaise et la circulation peut devenir irrégulière. Après une vidange de liquide ou un remplacement de pièces, une mauvaise purge peut créer une surchauffe alors que le ventilateur fonctionne parfaitement. Même le bouchon du vase d'expansion a son importance. Il maintient la pression du circuit, ce qui augmente la température d'ébullition du liquide. S'il ne tient plus la pression, le liquide peut bouillir plus facilement et créer des bulles. Le ventilateur peut alors tourner correctement, mais le refroidissement reste insuffisant. Il arrive aussi que la circulation d'air soit perturbée par des éléments qu'on ne regarde presque jamais. Les déflecteurs, les caches et les conduits autour du radiateur guident l'air vers la bonne zone. Après un choc avant ou une réparation, si un plastique de guidage d'air manque, le radiateur reçoit moins d'air. Le ventilateur travaille plus, mais moins efficacement. Le sens de rotation compte aussi.
Après un remplacement ou une réparation, un ventilateur peut tourner, mais pousser l'air dans le mauvais sens si le moteur ou le branchement n'est pas adapté. Les pales sont conçues pour travailler dans une direction précise. Normalement, l'air doit traverser la face avant de la voiture, passer par le condenseur puis le radiateur et aller vers le compartiment moteur, sauf conception particulière. Un ventilateur qui tourne n'est donc pas toujours un ventilateur qui refroidit bien. Je vérifie toujours le débit et la direction du flux, pas seulement le mouvement des pales. Dans les voitures hybrides et électriques, le principe reste valable, même si les besoins changent. Il faut refroidir une batterie haute tension, de l'électronique de puissance, un moteur électrique, un chargeur, parfois un circuit de climatisation qui participe directement à la gestion thermique de la batterie. Sur une hybride, un ventilateur peut se déclencher alors que le moteur thermique est arrêté parce que la batterie, l'onduleur ou le condenseur a besoin d'évacuer de la chaleur. Sur une électrique, la température influence la performance, la durée de vie de la batterie et la vitesse de charge. Le ventilateur n'est plus seulement associé au radiateur moteur traditionnel, il devient un élément d'une stratégie thermique plus large. Mais l'idée de base reste la même, forcer l'air à travers un échangeur pour transporter la chaleur vers l'extérieur. Si je devais expliquer le fonctionnement avec une image simple, je dirais que le ventilateur est le souffle contrôlé du système de refroidissement. Le moteur produit la chaleur, le liquide la transporte, le radiateur la présente à l'air et le ventilateur crée cet air quand la voiture n'avance pas assez vite ou quand la demande thermique augmente. Il ne doit pas tourner en permanence sans raison, car un moteur a besoin d'une température stable. Il ne doit pas non plus rester silencieux quand la chaleur monte. Il intervient au bon moment avec la bonne intensité pour maintenir l'équilibre. Cet équilibre dépend du thermostat, de la pompe à eau, du radiateur, de la sonde, du calculateur, de la climatisation, de l'état électrique et de la propreté de la face avant. Avant de conclure, je veux donner une règle de bon sens. Si la température grimpe, si un voyant rouge s'allume, si un message demande d'arrêter le véhicule, je ne continue pas en espérant que le ventilateur va sauver la situation. Je coupe la climatisation, je peux mettre le chauffage habitacle au maximum quelques instants pour aider à évacuer un peu de chaleur, puis je m'arrête dès que possible en sécurité. Je n'ouvre pas le bouchon de liquide de refroidissement à chaud parce que le circuit est sous pression et peut projeter du liquide brûlant. Et si je dois inspecter près du ventilateur, je garde mes doigts, mes outils, mes manches et mes câbles loin des pales, car un ventilateur électrique peut démarrer automatiquement, parfois même moteur coupé. La sécurité passe avant le diagnostic. Ce que j'aime dans ce sujet, c'est qu'il montre qu'une pièce apparemment simple cache une vraie intelligence de fonctionnement. Le ventilateur reçoit des ordres, répond à des capteurs, aide la climatisation, protège le moteur, compense l'absence de vitesse, travaille parfois après l'arrêt et peut révéler des pannes qui ne viennent pas directement de lui. La prochaine fois que vous entendrez ce souffle derrière la calandre, vous saurez qu'il ne s'agit pas seulement d'un bruit. C'est le système thermique de votre voiture qui se défend, qui évacue des calories et qui maintient le moteur dans sa zone de sécurité. Moi, Didier Manson, je vous le dis souvent, dans l'automobile, les petits signes racontent de grandes histoires. Un ventilateur qui change de comportement, c'est une histoire qu'il vaut mieux écouter tout de suite, avant de se retrouver sur le bord de la route, capot ouvert, moteur en surchauffe et voyant rouge allumé.